Salut, c'est Audrey Pulvar et vous êtes sur Stay Tuned TV. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec une invitée. Il n'y en a pas beaucoup. Ah bon? Bah oui, il y en a très peu, donc on essaye de combler un peu le manque. Ça fait longtemps qu'on doit se voir. Ça fait très longtemps, vous deviez faire la 100e. Ah oui? Et malheureusement, c'était quelqu'un d'autre, Monsieur Harry. Bah c'est pas mal. C'est vous n'avez pas perdu au change. Non, je sais pas. Audrey Pulvar, comment allez-vous? Plutôt bien. Plutôt bien. Donc vous êtes journaliste, ouais. Présentatrice du 19-20 sur France 3 de 2005 à 2009. Vous animez aussi le 6-7 sur France Inter depuis 2010. Vous êtes passé aussi sur iTélé. J'ai travaillé à iTélé pendant 2 saisons, ouais. 2010-2011, enfin 2009-2010, 2010-2011. Et là vous êtes aussi chroniqueuse dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. Qu'est-ce qui vous a amené au métier de journaliste? J'ai toujours eu envie de faire ce métier. En fait, pas toujours, mais au moins depuis le début de l'adolescence. Chez mes parents, il y avait beaucoup de discussions politiques, on s'intéressait beaucoup à l'actualité, à ce qui se passait dans le monde. Vous savez, c'était le début des années 70, donc il se passait énormément de choses. L'Union soviétique existait encore, les non-alignés essayaient d'émerger. Le monde a connu énormément de bouleversements, tout le temps évidemment, mais dans les années 70 et 80, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, voilà, moi j'étais je suis tombée dedans toute petite dans l'information. Et vers l'âge de je sais plus, 11, 12, 13 ans, j'ai décidé que j'allais faire ce métier-là. C'est quoi une journée type? C'est réveil aux alentours de 2h15 du matin. Ouais. Arrivé à France Inter vers 3h moins le quart, 2h30, 3h moins le quart. En ce moment, c'est plutôt 3h moins le quart, 3h même. Je fais des grasses matinées carrément. Je travaille jusqu'à 8h sur le 6-7. Après, je rentre chez moi, je dors de 9h à midi et demi, 13h. Et puis l'après-midi, je travaille sur l'émission de télévision, sur On n'est pas couché. Et le soir, je prépare mon émission de radio du lendemain. Voilà, donc c'est en général comme ça que ça se passe. Les semaines s'enchaînent très vite. Le jeudi, donc il y a l'émission de télévision. On enregistre le jeudi soir, on n'est pas couché. Ça veut dire que j'arrive sur le lieu du tournage vers 18h et qu'on termine vers 1h du matin. J'ai juste le temps de rentrer chez moi, prendre une douche et repartir pour venir ici le vendredi, parce que là je dors pas du tout. Et les week-ends, il y a toujours des livres à lire, plein de choses à faire. Donc voilà, ça passe vite, mais moi j'ai des longues vacances en été. Je suis au chômage technique pendant 2 mois. Pendant donc 2 mois. Je peux bien travailler intensément pendant l'année, puisque je récupère après pendant l'été. Donc vous êtes aussi chroniqueuse dans l'émission On n'est pas couché. Ouais. Il y a forcément une différence entre ce que vous faites Ça le n'a matin. rien à voir. Voilà, vous êtes chroniqueuse. Oui, l'émission que je fais sur France Inter tous les matins, elle me ressemble. C'est vraiment mon émission. Je n'y fais pas ce que je veux, évidemment, mais c'est une émission qui a ma patte, Votre entre patte, guillemets. ouais. Je la construis, je la couds. Et elle est vraiment à mon image. On n'est pas couché, c'est l'émission de Laurent Ruquier qui l'a façonnée. C'est essentiellement lui qui fait les choix éditoriaux, même si moi ça m'arrive de donner mon avis ou de faire une suggestion de temps en temps. Et je suis chroniqueuse, donc c'est une place différente. J'apporte quelque chose, enfin on attend de moi que j'apporte quelque chose à l'émission, mais c'est pas, j'ai pas ni la maîtrise éditoriale, ni la maîtrise sur le rythme, etc. Qu'est-ce qu'on attend de moi? D'être moi-même. Souvent on me demande si j'ai eu des consignes de la part de Laurent Ruquier ou de Catherine Barma. Comme j'ai un profil un peu
politiquement incorrecte, on va dire, par Mhm. rapport au profil en général des journalistes, mais pas des chroniqueurs, parce que vous remarquerez que souvent les chroniqueurs sont déjà engagés. Ouais. Euh, Est-ce qu'on donne une opinion finalement? Voilà, on m'a demandé, on me demande souvent si on m'a donné des consignes. Et la seule consigne qui m'a été donnée, à la fois par Catherine et par Laurent, c'est d'être moi-même. Mais ce qui ressort aussi de cette émission, c'est que vous avez aussi un côté froid. Mhm. Il y a souvent ce côté maîtresse d'école qui ressurgit Bon. avec les bons et Je crois que c'était les bons et les Natacha, la mauvais maîtresse points. d'école. Peut-être, oui. Mais c'est en fait, C'est un peu en même l'exercice temps, aussi. c'est l'exercice, Ouais. et en même temps, c'est le but de l'émission. On est là pour donner notre avis sans concession sur les livres, sur les films, etc. qui passent. Ça, c'est quelque chose, là, pour le coup, là, pour une consigne qu'on m'a donnée, qui est de vraiment, encore une fois, ne pas hésiter à donner mon avis, y compris quand il est très négatif. Ce qui fait la singularité de l'émission On n'est pas couché, c'est que quand on vient y faire sa promo, on n'est pas sûr d'y passer un bon moment. Ouais. Alors que quand même dans la plupart des autres émissions, les artistes qui y vont et qui vont faire C'est leur plus ou moins promo, léché. c'est plutôt Ouais. assez consensuel. Ouais. Là, le parti pris de cette émission, c'est que Laurent est là, c'est lui qui a choisi les artistes, donc il ne fait pas venir des gens dont il n'aime pas ce qu'ils ont produit. Donc c'est lui qui a choisi les artistes, donc il les défend. Et nous, on est là pour donner un avis. Moi, je suis célibataire. Ouais. Ouais, parce qu'alors, dans le disque, vous êtes un super mec. Hein. Vous avez oui, plein de hein. nanas, vous Non, les j'ai pas emmenez plein au de nanas 7e dans- ciel, etc., etc. Non, j'ai pas plein de... Vous êtes la compagne de Arnaud Montebourg, qui est un homme politique et qui est aussi dans le Parti Socialiste. Mhm. Je sais que suite à ça, on vous a un petit peu mis en second plan, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus agir en tant que, Bah, tant que journaliste politique. J'ai perdu mes émissions politiques, oui. Ouais, c'est J'avais ça. une émission politique sur iTélé qui m'a été retirée. J'avais une interview politique sur France Inter qui m'a été retirée. Mais comment J'ai on le plus vit la ça? possibilité de faire d'édito politique comme c'était le cas. Ben, je l'ai plutôt mal vécu, je l'ai dit d'ailleurs. Hein. Ouais. Je l'ai dit, je l'ai écrit, que pour moi c'était difficile à vivre. Bon, maintenant, c'est comme ça. Mais hein. vous le faites encore maintenant finalement, avec On n'est pas couché, Oui. vu que c'est la période un peu électorale. Je le fais avec Ruquier, oui. Je le fais avec Laurent qui a estimé qu'il pouvait me faire confiance, qu'il pouvait avoir confiance dans mon professionnalisme. Il attend de moi que je donne des opinions, il sait que j'ai mes propres opinions, qui ne sont pas forcément celles de mon compagnon, et il me fait confiance pour les exprimer. Je vous ai vu en fait au niveau des primaires, vous étiez avec votre compagnon et j'ai pas compris pourquoi il y a eu une mise en avant. Ça s'est fait C'était pas sans réfléchi. vraiment que ce soit réfléchi. Moi, je suis allée à cet endroit avec lui. Il était allé un peu avant au siège du Parti Socialiste à Solferino. Là, il était seul. Toute la presse était là-bas. Il a été interviewé. Il a fait une déclaration. Et donc, quand on est parti pour rejoindre ces quelques supporters, il y avait 50 personnes, peut-être 100 personnes à la Bellevilloise qui l'attendaient. C'était la Bellevilloise. Il était très tard, hein. Il était très tard le soir. Il y avait une centaine de personnes qui l'attendaient pour faire la fête avec lui. Et je ne pensais pas qu'il y aurait encore, on sait bien qu'il y aurait 1 ou 2 appareils photo, mais je ne pensais pas qu'il y aurait encore autant de journalistes là-bas, autant de monde. Et quand on est arrivé, il y avait une foule de journalistes. Il y avait plus de journalistes que de supporters. Ouais. Il y avait une foule de journalistes, de photographes énormes. On a été happés par la foule, on a été portés par la foule. Et je me suis retrouvée sur la scène. J'étais derrière, j'étais restée en retrait. Et là, j'ai vu quelqu'un qui était l'un des bras droits, entre guillemets, d'Arnaud, qui a fondu la foule, qui m'a attrapé par le bras et qui m'a fait venir à côté de lui devant. T'es sous le coup de l'émotion. Une fois que j'étais là, j'allais pas dire « Ah ben non, je veux retourner derrière ». Donc voilà, j'étais là, j'ai assumé. J'étais assez sobre, hein, j'ai pas fait état d'une joie délirante. Mais bon, voilà, donc ça s'est fait. C'était peut-être une erreur. Ça a choqué un certain nombre de personnes, ce que je peux comprendre. Moi, je suis allée à la Bellevilloise parce que je savais qu'il n'était plus dans la primaire. S'il avait été au second tour, je ne serais même pas allée. Ami ou pas ami, journaliste ou pas journaliste. Moi, je savais que lui, il n'était plus dans la primaire. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes journaliste sur une grande chaîne d'information nationale,
Je considère que mon rôle, c'est lorsque je traite l'actu, lorsque je donne l'actu, les gens ils doivent pas se dire il est de droite, il est de gauche, il est pour Guerlain ou il est contre Guerlain. Lorsque je présente les infos, je dois être le plus neutre possible. Est-ce que vous concevez le journalisme de la même manière que Harry Roselmack? Mais il est dans une position qui n'est pas la même que la mienne. Moi, j'ai TF1? été effectivement... D'abord, il travaille pour TF1, qui est un média de masse. Moi, j'ai été dans la même situation que lui, présentatrice de journaux télévisés. C'est pas la même chose que quand on est éditorialiste. Bon, ça ne m'a pas empêché à l'époque de prendre position, par exemple quand j'avais manifesté contre la suppression de la publicité, etc. Mais j'avais des prises de position qui étaient beaucoup moins marquées qu'en tant qu'éditorialiste. C'est normal, un éditorialiste, il est là pour donner son avis. Donc je comprends et je respecte tout à fait la position de Harry. Je ne pense pas qu'il soit incompatible quand on est journaliste, y compris dans sa situation, de pouvoir de temps en temps donner un point de vue, je sais pas, par exemple écrire une tribune pour dire qu'on est choqué par tel ou tel propos, sans aller dans l'excès comme moi je peux le faire en tant qu'éditorialiste. Mais je pense à Robespierre notamment. Oui, tout à fait. Mais je conçois qu'il veuille donner une image de neutralité la plus grande possible. C'est bien, c'est tout à son honneur. Moi, j'ai un cheminement différent, mais j'ai pas non plus la même carrière. J'ai pas les mêmes fonctions. Je sais qu'on lui fait souvent ce reproche d'être trop lisse. Bon, c'est son choix. Je vais pas commenter. Je vais pas commenter son choix. Juste par rapport à... Mais c'est un point de vue qui se défend. Je ne suis pas sûre qu'il faille aller aussi loin qu'il va pour garder sa crédibilité. Quand moi je présentais le 19-20 de France 3 ou le Soir 3 ou même avant, bon, ça m'est arrivé de prendre des positions sur des causes féministes, d'animer des tables rondes, des choses comme ça sur les... Je sais pas, je dis n'importe quoi, sur l'éducation, sur la faim dans le monde, sur l'accès au développement pour les petites filles, etc. Enfin bon, voilà, il y a des causes qui sont suprapolitiques, quoi. Il y a des causes, sauf si vous allez dans les extrêmes, les partis extrémistes, mais il y a des causes qui sont au-delà de droite ou gauche. Dénoncer un propos raciste, c'est pas être de gauche c'est pas être de gauche ou être de droite. Maintenant, il a quand même accepté de répondre. Quand on lui a posé la question sur Guerlain, il a répondu. Il n'a pas dit « moi je ne me mêle pas de ces histoires-là ». Donc voilà, c'est son choix et je respecte tout à fait. L'arabe menteur, l'arabe voleur, le chinois travailleur mais sale, le juif cupide, la française sexuellement libre, le latino chaud lapin, la négresse panthère, la négresse lascive, le nègre danseur, le nègre rieur, le nègre footballeur, le nègre paresseux. Bingo, en cherchant un peu, on pourrait en trouver d'autres des idées à fournir à monsieur Jean-Paul Guerlain. On va parler de l'histoire du magazine Elle. Effectivement, il y a eu des inepties, discriminations sur la communauté noire, surtout au niveau éthique, au niveau de la mode. Et je sais qu'il y a eu une tribune dans Le Monde, sur Le Monde, à laquelle vous avez participé, avec pas mal de personnes. Rokhaya Diallo, justement, on en a parlé, China Moses, Pape Ndiaye. Et en fait, le titre, ce qui m'interpelle, c'est « À quand une femme noire en couverture de Elle ?» Mais le problème, en fait, c'est pas forcément la couverture, c'est... ça compte aussi. Oui, aussi, mais finalement c'est le propos, c'est le fond. Bien sûr, non mais c'est un tout. Et d'ailleurs, dans la tribune qu'on a publiée, on parle aussi de contenu. C'était une espèce de, comment dire, pas de boutade, mais de défi, parce que on attend toujours. Alors oui, il y en a eu des unes, puis pas que des femmes noires. Il y a eu bien sûr. La Becti. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que la France est aujourd'hui un pays très divers. Il y a des Français depuis une ou deux générations de toutes les couleurs. Et on n'a pas forcément le reflet de cette société quand on lit le magazine Elle. Et je trouve ça dommage parce que c'est ce que j'ai dit à la patronne de Elle quand je l'ai revue après. Je trouve ça dommage parce que moi, j'ai pas envie de
J'ai pas envie de lire un magazine féminin spécialement pour les Noirs et les Métis, ou spécialement pour les Maghrébines, ou spécialement. Voilà. Moi, j'ai envie d'être comme ensemble. n'importe quelle femme française, d'acheter Marie-Claire ou Elle ou Amina, ou etc. et de me retrouver dedans. On ne fait pas des journaux spéciales blanches. Donc je vois pas pourquoi on ferait des journaux uniquement pour la communauté noire, orientés uniquement sur ça. Ça existe, hein, il y a les Miss Eben, il y a... Bien sûr, ouais. ça existe, mais et je ne dis pas qu'il ne faille pas que ça existe, mais ce que je voudrais, c'est que aussi dans les grands journaux généralistes, comme Elle, comme Marie-Claire, comme Vogue, comme voilà, qui sont pas des journaux de niche entre guillemets, qui sont vraiment des journaux qui sont censés s'adresser à tout le monde, et bien que tout le monde s'y retrouve. Et je n'ai pas cette sensation. Alors, vous avez donné une interview pour Respect Magazine, et en fait, vous n'avez pas relu. Alors, moi, il y a une petite phrase, une petite partie qui m'a interpellé. Alors, vous dites, symbole pour symbole, j'aurais adoré que Michelle Obama continue de travailler, un président noir à la Maison Blanche, et une première dame qui ne renonce pas à sa profession. Voilà qui aurait été bien, non. Mais est-ce que ça devient compliqué? Parce que président, première dame, après au niveau de la sécurité, c'est quand même quelque chose de compliqué, non? Vous savez, à mon avis, c'est pas seulement une question de sécurité. Hein. Je crois sincèrement que ça aurait été... je suis absolument pas bien placée pour juger Michelle Obama. Évidemment, je ne me permettrai pas de la juger. Mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue quand je l'ai entendu dire, quand on lui a demandé quelle va être votre fonction, parce qu'elle était... je serai une maman en chef. Parce qu'elle était avocate associée. Hein. Elle était pas seule. Oui, enfin, je crois qu'ils se sont rencontrés dans un cabinet d'avocat. Ouais, c'est ça. Il me semble que sa dernière fonction, c'était de diriger un grand hôpital à Chicago. D'accord, ok. Donc voilà, moi je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu ce symbole justement d'une femme qui continue son activité professionnelle. Évidemment, il y aurait certainement eu des questions de conflit d'intérêts, etc. Donc elle n'aurait peut-être pas pu continuer à travailler de la même façon. Mais renoncer totalement à son activité professionnelle pour devenir une maman en chef, même si c'est très bien d'être une maman au foyer, là, c'est pas de problème. Mais, au niveau du symbole, si vous voulez, j'ai trouvé ça dommage. Je me disais, modernité pour modernité, symbole pour symbole, ça aurait été formidable si elle avait continué une partie de son activité professionnelle. Vous écoutez quoi musicalement parlant? Vous êtes très large. Je sais que vous écoutez du Colonel Riel, ça je sais. On m'a dit que vous étiez très très fan. Non, pas du tout, c'est complètement faux. On va dissiper cette malentendu. D'accord. Voilà, ce qui s'est passé, moi je n'aime pas du tout. D'accord. C'est clair, c'est net. Je trouve que c'est de la soupe, que c'est... ça s'écoute. Bien sûr. Mais bon, c'est pas rédhibitoire, ça s'écoute. Sincèrement, ça aurait été très facile de s'acharner sur lui. Et moi, j'ai pas l'habitude de tirer sur des ambulances. Vous me dites que je suis un peu maîtresse d'école. C'est ce qui ressort. Il n'y a pas de souci, mais si vous observez bien, vous verrez que la maîtresse d'école, elle s'attaque à ceux qui ont du répondant. C'est vrai. Même Mister You, oui, tout le mal que je pensais de son disque, mais c'était gentil. Pas été atroce. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens avec qui je suis beaucoup plus dure, parce que je sais qu'en face, ils ont des arguments. D'accord. Ils ont des arguments qui ne vont pas se laisser démonter, qu'ils vont se bagarrer. Regardez Marc Lévremont cette semaine, il n'est pas ménagé. Bon, je ne pense pas qu'il soit sorti de là humilié, diminué. Colonel Riel, franchement, ça aurait été trop facile. C'est un gentil garçon. À mon avis assez sensible, et j'avais pas envie de m'acharner sur lui, de l'humilier, c'est vraiment pas mon style. Donc j'ai préféré prendre les choses sous un angle un peu plus léger. Et franchement, je comprends pas qu'on puisse dire que j'aime Colonel Riel en ayant vu. C'était une petite boutade. C'était une petite boutade. Pour ça, j'en profite. J'ai pas été d'une méchanceté absolue avec lui, mais je lui ai pas non plus dit que son disque c'était un chef-d'œuvre. Donc je n'écoute pas, pour répondre à votre question, je n'écoute pas Colonel Riel. J'écoute beaucoup de plein de choses.
J'écoute beaucoup de jazz, un peu moins ces temps-ci, Ouais. mais j'écoute beaucoup de jazz. Alors là, ça peut être tout, hein. Ça peut être du Ella Fitzgerald et Wynton Marsalis, Thelonious Monk, ça peut être Art Tatum, ça peut être Duke Ellington, ça peut être Modern Jazz Quartet, ça peut être Michel Camilo, du jazz caribéen. Enfin voilà, il y a une palette assez large, Marcus Miller. J'écoute pas mal de classiques. Ouais, de classiques, aussi. ok. Et pas de... Un peu de rap. Ah voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais savoir. Ça Ouais, non, mais je voulais savoir. J'écoute un peu de rap. J'aime bien les groupes. Alors, j'ai pas de nom qui me viennent comme ça spontanément en tête, mais j'aime bien les groupes très urbains qui sont. Voilà, on trouve pas forcément des disques dans le commerce, mais je vais souvent sur internet voir ce qui se passe, ce qui se fait, les petits groupes un peu underground comme ça. J'écoute pas mal de R&B. R. Kelly. Ouais. Beaucoup Beyoncé, pas Beyoncé, oui, il y a eu une période Beyoncé parce que ma fille écoutait beaucoup Beyoncé. Je vais même aller la voir en concert. J'écoute donc beaucoup Rihanna. Rihanna, ouais, si c'est pas l'une, c'est forcément l'autre, Rihanna. Beaucoup, Ouais. je sais que ça déplaît à beaucoup de gens que je dis ça, mais j'aime beaucoup Rihanna. Vous faites pas la sélection du matin? Si, je la fais. Alors la sélection du matin, c'est un mix parce que il y a des figures imposées, puisque c'est quand même une programmation sur l'ensemble de la chaîne, donc il y a des disques qui doivent passer. Voilà, on ne peut pas ne pas tenir compte des autres émissions, des disques avec lesquels on est en partenariat et tout. En fait, le programmateur du 6-7 me fait des propositions. J'écoute ses propositions, je lui dis si je suis d'accord, si je suis pas d'accord. Il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime moins. Et moi, j'ai fait aussi des propositions. Puis on essaie de faire un mix entre tout ça. Et le vendredi, j'ai choisi le vendredi de faire ma programmation. Alors là, pour le coup, pareil, j'en parle avec lui, puisqu'il faut une certaine cohérence sur l'antenne. C'est vrai que le disque du vendredi, c'est mon choix. Ça veut dire que si j'écoute vendredi et que j'ai entendu Colonel Riel, je saurais que c'est vous. Voilà, d'accord. Mais il y a peu de chance. D'accord. Le mot de la fin, ça serait quoi? Il n'y a pas de mot de la fin. Je sais pas, si, il y a bien un mot de la fin. Ça se termine pas. Je sais pas. Non, c'est que, voilà, quoi, c'est toujours au combat peut-être. Toujours au combat. Ok. En tout cas, je vous remercie de nous avoir reçus dans votre bureau. Je vous en prie, pardon. Ah non, il n'y a aucun souci, ça vit. Non, c'est bien. Mais bon, au moins, c'est la vérité, quoi. Je mens pas. Ça, c'est bien. Non, et puis ça vit. Oui, ça, on peut dire. Ça vit. Ça, on peut dire que ça vit. Je vous remercie. Merci à vous. À bientôt. Salut. Au revoir. Merci.